Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là et merci d'écouter cet épisode. Aujourd'hui, roulement de tambour, je vous dévoile le secret pour réussir en business. Alors non, je ne vais pas vraiment vous le dévoiler puisque j'accueille aujourd'hui Robin Janssens qui va effectivement vous parler de sa vision du business et comment il a réussi à créer plusieurs entreprises et un empire en fait vraiment qui génère plusieurs millions d'euros par an avec 130 salariés. Alors je vous fais cette introduction après avoir réalisé du coup l'interview avec Robin, donc je suis encore en très très bonne énergie, c'est pour ça que j'en profite. Donc sans plus tarder, je vous laisse à l'interview. C'est parti. Bonjour Robin du coup. On est en live, c'est bon. Merci du coup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Je suis super ravie en tout cas de pouvoir t'avoir sur mon live. Alors du coup pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est vrai que tu es un véritable addict au business, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est ça je pense et c'est quelque chose que j'adore, en tout cas j'aime beaucoup ce que tu fais et ce que tu partages sur Instagram. J'ai appris que tu avais un master en business développement et en entrepreneuriat du coup. Que je ne savais pas, dans une école de commerce à Paris en 2015. Et c'est vrai que tu t'es rapidement, du coup, lancé dans l'entrepreneuriat, dans le VTC, du coup. Oui, c'est ça, exactement. C'est super. Et aujourd'hui, tu es à la tête de plusieurs entreprises, super impressionnant, du coup, qui font plusieurs millions d'euros, c'est ça, et une bonne dizaine de salariés, ou même plus. En peine, 130. Ah oui, ok. 130 à maintenant, ouais, c'est impressionnant. Et donc, en constante évolution et en constante croissance. C'est ça, exactement. Exactement. Toujours dans une logique de réinvestir un petit peu tout ce qu'on a développé pour générer de la capacité d'autofinancement, réinvestir tout ce qu'on a généré avec nos sociétés dans le développement, soit des boîtes en question, soit d'autres sociétés. Et effectivement, cursus école de commerce qui ne m'a pas servi à grand-chose, mis à part que, par respect pour mes parents, on va dire que ça m'a donné une rigueur et une organisation. Et si, ça m'a servi à quelque chose de très important. Ça m'a servi à conforter mon idée que je n'étais absolument pas fait pour le salariat. Donc, j'ai compris parce que j'ai fait des stages en fait en entreprise. Donc, j'ai fait un stage en première année où c'était de la prospection téléphonique. Et je me rappelle, au bout du deuxième jour, le mec il tapait à mon mur et après il m'a appelé en me disant je t'entends pas appeler Robin. Je lui disais écoute, t'inquiète pas, tu vas bien m'entendre. Et je suis parti, je me suis barré direct. Et après, j'ai fait un faux stage pour valider mon année. Et les 3 années suivantes, j'ai fait que des faux stages parce que ça me saoulait, j'avais pas envie. Et ensuite, 4e année, j'ai eu l'opportunité d'aller à Sydney faire un stage où j'ai pu rencontrer Hamza. Enfin, je le connaissais, mon associé, mais là où on a pu vraiment connecter, vu que c'était à Sydney, je me suis dit c'est bon, ça va être cool. Ça s'est très bien passé. Et dernier stage de fin d'études, où c'est là où je dis que mon école m'a servi à quelque chose. Déjà en soi, potentiellement d'avoir rencontré Hamza, sinon ça se trouve, je le connaissais, mais c'est ça qui nous a, c'est à Sydney que la magie a opéré entre guillemets. Et en Master 2, donc stage de fin d'études, je suis allé voir la directrice dans son bureau et je lui ai dit je vais vous expliquer ce qui va se passer, c'est pas compliqué. Soit je vous fais un faux stage et vous ne le saurez pas, et ce qui est pas, c'est pas ce que vous recherchez, c'est pas ce que je recherche. Soit vous me donnez l'opportunité d'intégrer l'incubateur d'HEC parce que je sais que vous avez les contacts et comme ça, du coup, moi, je peux monter ma boîte. Donc elle m'a dit écoute, tu reviendras me voir pour un conseil de discipline si tu fais ça. Après, j'ai quand même utilisé mes skills de forceur, on va dire, de négociateur, et j'ai quand même réussi à la faire accepter d'intégrer l'incubateur d'HEC, qui m'a permis en fait de créer ma première boîte effectivement à ce moment-là pour tout lancer. Et vraiment le fait de m'être lancé dans un cadre, parce qu'il faut savoir que j'étais un petit branleur à cette époque-là encore, quand même, il faut le savoir. Donc, le fait que d'être dans un cadre avec des coachs, avec des porteurs de projets, ne serait-ce que des locaux, etc., une énergie, en fait, c'est ce qui a fait que la magie a opéré, que c'est là où tout a commencé. Et je pense que je ne serais pas là en train de te parler si je n'avais pas pu intégrer cet incubateur, clairement. Donc, ça ne m'a pas servi à rien finalement. Ouais, c'est super. Donc, au final, ça t'a donné l'opportunité de te lancer et d'avoir ce cadre-là, effectivement. Ouais, alors donner l'opportunité, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas le terme, mais oui, c'est toi qui l'as cherché, du moins. Aller chercher l'opportunité parce que sinon, les opportunités que eux donnaient directement, j'ai testé un jour et c'est bon, ça m'a suffi, quoi.
Non, mais s'il y a des jeunes quand même qui regardent les études, enfin moi, mon avis là-dessus, c'est quelque chose qui est quand même important pour avoir la tête bien faite, être bien organisé, avoir de la rigueur. Si vous apprenez ça à l'école quand même fondamentalement. Maintenant, il faut savoir que malheureusement, pour beaucoup de cursus scolaires, vous allez faire des études pour vous orienter dans une voie qui vous intéresse. Et aujourd'hui, avec le marché du travail, c'est très compliqué. Moi, tous mes potes d'école de commerce, il n'y en a aucun qui travaille dans une boîte finalement qui les intéresse plus que ça. Ils font ça parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. C'est le dernier choix, c'est la seule possibilité. Il y en a beaucoup qui ont galéré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on a la possibilité très rapidement de mettre un pied dans l'entrepreneuriat, même après le bac, après le bac aujourd'hui avec Internet, tout va beaucoup plus vite. Si moi j'avais 18 ans là maintenant, tout de suite, je ne referais pas mon école de commerce. J'irais directement, peut-être faire des études un petit peu, mais en parallèle, je mettrais vraiment un pied à l'étrier. C'est ce que je recommanderais clairement. S'il y a des jeunes qui le regardent. Ouais, tout à fait. Mais moi, c'est pareil, hein. J'ai fait 5 ans d'études et pourtant, je me dis, je regrette de ne pas m'être lancée plus tôt, quoi. Après, je ne sais pas, t'as quel âge, Pauline? 23 ans. Putain, t'es jeune. Ouais, ok. Ouais, bon, t'aurais pu peut-être te lancer un petit peu plus tôt, c'est vrai, mais quoique de toute façon, 23 ans, c'est super jeune pour se lancer là. Avant, de toute manière, il y a 5 ans, il y avait déjà moins de possibilités. C'est plus simple aujourd'hui. Et je trouve que ça s'est vraiment développé ces dernières années, de pouvoir avoir l'opportunité de se former, de voir des gens qui réussissent, etc. avec Internet. Franchement, il y a 5 ans, c'était franchement pas aussi simple. Donc, tu n'avais pas les mêmes opportunités qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus accessible, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. 3 ans, super, bravo. Et du coup, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans le VTC tout de suite? Est-ce que tu avais cette idée-là depuis le début ou pas forcément? Pas du tout. Non, pas du tout. Nous, à la base, on était assinés avec mon associé. On est rentré en France. On s'est dit, on va faire un truc. Enfin, on va lancer notre boîte. On ne sait pas ce que c'est, mais ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on va lancer notre boîte. Donc, on vendait des drones en dropshipping à l'époque, donc il y a 7 ans. Ça marchait bien. On gagnait de l'argent, un peu d'argent. C'était incroyable. Les premiers euros générés sont toujours assez incroyables. Et après, on s'est confronté à la réalité des problèmes de délai de livraison, la communication avec la Chine. Il n'y avait pas tout ce qui était Oberlo, Shopify, etc. à l'époque. Donc, par exemple, typiquement, je passais genre 20 commandes et la semaine d'après, j'avais un facteur qui sonnait 20 fois à ma porte pour m'apporter 20 drones parce que j'avais confondu adresse de facturation et adresse de livraison. Tu vois, ça, c'est des trucs typiquement qui nous sont arrivés. Bref, on n'a eu que des problèmes en fait avec ça. Donc, on a dit, il faut qu'on trouve un plan B. On prenait souvent des Uber pour aller en soirée, etc. Et on se disait avec Hamza, OK, on peut lancer n'importe quel type de projet, mais comment trouver des clients finalement? Et on était dans un Uber et on parlait avec lui. Il nous disait, moi, je fais 8 000 euros de chiffre d'affaires, etc. On fait waouh, et 5 000 euros dans ma poche. On fait, c'est énorme. Bon, c'était à l'époque, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. Et on lui demandait, mais en fait, comment tu fais comment tu fais? En fait, il dit, c'est pas compliqué. J'allume mon téléphone, Uber m'envoie des courses, je fais 20% de commission et basta. Et en fait, on s'est dit, putain, il y a ce modèle économique qui est assez incroyable, assez révolutionnaire, complètement révolutionnaire même. Le fait de transporter les personnes de cette manière-là et en 3 secondes d'avoir, à Paris, en 1 minute, tu as la voiture qui est en bas de chez toi, c'était révolutionnaire. Donc, on s'est dit, il y a un truc à faire, clairement. Il y a un truc à faire. Donc, on a fait financer des bagnoles à la banque, recruter des chauffeurs, on les faisait bosser sur application et après, à terme, on essayait de trouver des partenariats avec des boîtes pour avoir des contrats avec des sociétés, travailler avec de la clientèle privée. Et donc, du coup, ça a bien fonctionné puisque en fait, initialement, moi, ça ne me faisait pas particulièrement kiffer. C'est vraiment une entreprise un peu traditionnelle, terre à terre, entreprise de transport. Ce n'est pas spécialement marrant comme projet, on ne va pas se mentir. Mais on était si tu veux, dans la démarche opportuniste, entrepreneuriale, de se positionner sur un secteur où on a senti qu'il y avait quelque chose. Donc, on est monté à 40 bagnoles en 1 an et il y a plein de personnes qui nous posaient plein de conseils. Moi, je regardais les webinaires d'Olivier Roland à l'époque. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça me fait très rigoler. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai une story il y a pas longtemps sur Instagram. Oui, j'ai vu. Le webinar qui était il y a 3 jours, c'est, je te jure, le même webinar que j'ai vu il y a 6 putains d'années. Le même. C'est étonnant. Finesse. C'est étonnant. C'est un débat de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est fou qu'il n'ait absolument rien changé à la moindre phrase parce que je m'en souviens très bien. Et je m'étais dit, putain, c'est fou quand même. Oh, félicitations Pauline, félicitations Robin, félicitations Hector, bienvenue, bienvenue. Mais attends, félicitations, ils vendent ça à 2 000 euros. Je fais, attends, là, ça veut dire qu'il s'est fait 20 000 euros là en 2 heures. J'étais en train de littéralement péter un plomb. Je dis à Hamza, écoute, nous, on est bon là dans le transport, viens, on monte un blog. Ça ne nous coûte rien, il n'y a personne, etc. Donc là, on a monté un blog, on a commencé à créer notre petit truc. Au fur et à mesure, on a créé des formations d'abord qui étaient physiques.
Lors de ces formations physiques, leçon numéro 1, les amis, si vous voulez créer un business, vous avez votre idée, mais si vous voulez améliorer et comment dire, et créer toujours avec plus de valeur ou alors créer des sociétés écosystèmes, soyez à l'écoute de vos prospects encore plus, soyez à l'écoute de vos clients. C'est eux qui vont vous dire ce dont ils ont besoin. Vous pouvez imaginer ce dont ils ont besoin, mais c'est eux qui vous diront dans quelle direction aller. Et là, en l'occurrence, lors de ces formations physiques, plan d'action sur une journée, comment on fait pour lancer une société VTC, parce qu'ils en avaient besoin, il y en a beaucoup qui faisaient beaucoup d'erreurs quand même. Et en fait, ces personnes-là nous disaient ok, d'accord, est-ce que tu n'aurais pas un cabinet d'expertise comptable à me recommander pour créer ma société? Donc je disais oui, sous-traitance, partenariat, etc. Sauf que là, même erreur que le dropshipping, je ne maîtrise pas la chaîne de production. Donc, si ça se passe mal, c'est mon image qui est engagée derrière, donc ça ne marche pas. Donc, on s'est dit avec Hamza, moi qui détestais la comptabilité, je lui dis viens, on crée un putain de cabinet comptable. J'avais 22 ans. Et il dit ouais, vas-y, let's go. Et donc, du coup, on a mis des trucs sur l'ordre des experts comptables. On a vu un expert comptable, on s'est associé à l'expert comptable. On a créé un cabinet. En un an, on est devenu leader. On a fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires direct. Ça a explosé. Pareil sur une école VTC. Les VTC ont besoin de se former pour passer un examen et avoir la carte VTC pour pouvoir travailler puisque c'est une activité réglementée. Et ben, du coup, nos clients en formation physique nous disaient est-ce que tu n'as pas une école? On disait oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis après, on a dit viens, on crée notre école. Et c'est comme ça qu'on a créé notre écosystème dans le transport, ce qui fait qu'on augmente drastiquement la LTV, en fait, la valeur client. Il ouvre une porte par une source d'acquisition. En fonction de son niveau de maturité, et ben, du coup, on va être en mesure de pouvoir lui proposer une panoplie de services. Création de société, comptabilité, formation VTC pour devenir VTC, formation en ligne. Ensuite, apprendre à dématérialiser les formations physiques pour les transformer en ligne, pour trouver sa clientèle privée, pour se développer, pour recruter, etc. Ouais, c'est top. Et c'est super, super astucieux au final parce que tu repères un besoin et au final, tu grandis au fur et à mesure comme ça. Ouais, et on s'est positionné, franchement, presque, on était quasiment les premiers. Et ça, du coup, quand tu es les premiers et que tu n'es pas trop con et que tu fais les choses plutôt correctement, et ben, ça paye. Et du coup, aujourd'hui, on est vraiment, on est bien en place. Sur notre petit marché, c'est un petit marché de 35-40 000 personnes actuellement. Mais quand tu es quasiment tout seul, c'est un gros marché. Et du coup, quand tu t'es lancé, quels étaient les trois plus grands obstacles que tu as rencontrés et du coup, comment tu les as surmontés? Les plus grands obstacles, en fait, si tu veux, des obstacles, des problématiques, je passe ma vie à en rencontrer, que ce soit au début, que ce soit au milieu ou que ce soit aujourd'hui et que ce soit demain. Quand tu es entrepreneur et que tu veux devenir un entrepreneur, entre guillemets, à succès, il faut vraiment avoir cette capacité à surmonter des obstacles, des problématiques. Il faut aimer la merde, il faut aimer se prendre des grandes tartes dans la gueule. Il faut aimer se lever le matin avec 10 problèmes, passer ta journée à les résoudre et te coucher avec 100 nouveaux problèmes. Voilà, il faut aimer ça. Voilà. Moi, j'aime la merde, j'aime bien le problème. Tu vois. J'ai appris à aimer ça, ce qui me permet de pouvoir prendre vachement de recul sur pas mal de choses pour bien appréhender les choses et pas être stressé, pas faire de burn-out, etc., etc. Donc, grosso modo, en fait, les obstacles, les échecs, les machins, il y en a eu tellement. Je peux te dire, je vais plus, pas au début, je vais plutôt te parler de celui de l'année dernière qui était beaucoup plus problématique que ce que j'ai pu rencontrer au début. C'était des petits problèmes au début, là, c'était plus un gros problème. Il y a eu le confinement. Arrivée du Covid en France, je dis à Hamza, c'est une opportunité, il faut qu'on crée une formation en ligne sur comment créer une formation en ligne. Parce qu'on l'a fait sur le VTC, on a fait plusieurs millions, on est légitime pour apprendre ça. Donc, avec toutes nos équipes au Maroc, on a des équipes au Maroc, on te crée tout le bordel en 2 semaines. Voilà, en mode ninja, 2 semaines, tout était prêt, la formation, les tunnels de vente, les pubs, les machins, les trucs. Et le premier mois, on lance, les 2 premières semaines, on fait, je sais pas moi, genre 125 000 euros. Et deuxième mois, c'était mois de mai, on fait 1,5 million d'euros. Donc là, en fait, il se passe un truc que je souhaite à personne. Il se passe que tu vrilles, ton cerveau vrille, tu disjonctes. Tu te dis, OK, j'ai fait 1 million d'euros sur une formation en ligne avec beaucoup de marge, etc. OK, je sais comment je vais faire 3 millions d'euros le mois prochain, tu vois. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Mois de juin, il y a eu un inversement total des coûts d'acquisition parce qu'il y a eu des déconfinements, l'arrivée de l'été, les gens qui sortaient, qui étaient plus confinés, plus ils voulaient investir leur budget dans les vacances, ce qui est normal, plus toutes les boîtes qui n'ont pas pu investir en publicité parce qu'il y a eu le confinement, elles ont envoyé à mort en juin. Ce qui fait que tu passes d'un business à un demi-million ultra rentable à t'es plus rentable. Sauf que moi, le problème, c'est que je te dis, mon cerveau a disjoncté à ce moment-là. Donc pour moi, ça allait se remettre après. Voilà. Sauf que la problématique, c'est que j'ai recruté 30 personnes en 3 mois pour vraiment être le Apple du truc, quoi, tu vois. En mode faire les trucs, le top du top.
Et ça, c'est pas bon parce que, en l'occurrence, cette société-là, je suis passé à 2 doigts de la faillite au mois de fin septembre. J'ai perdu 250 000 balles en 3 mois, 4 mois. Et je suis passé à 2 doigts de la faillite parce que j'avais trop de charges. J'avais 120 000 euros de charges par mois, t'imagines, juste sur cette boîte-là. Sur cette boîte-là. Et là, je dis à Hamza, je dis bon, bah, en fait, c'est pas compliqué. C'est soit. Enfin, en fait, non, je me parlais à moi tout seul. J'aime bien parler à moi, en fait, et à haute voix aussi. Je dis, bon, bah, Robin, soit tu fais un truc, soit on va déposer le bilan là. Et on va licencier accessoirement 80 personnes. Okay, parce qu'on avait déjà du monde aussi. Et ce qui est assez désagréable. Donc là, j'étais dos au mur et j'ai dû mettre un vrai plan de restructuration, licencier plus de 25 personnes pour sauver en fait la boîte et pour préserver le reste des équipes finalement, tu vois. Parce que j'ai fait une grosse erreur qui a été de prendre des décisions aussi hâtives basées sur un événement qui ne montre aucune stabilité sur le long terme, basé sur de l'acquisition payante qui, on le sait, est très instable si tu te fais strike, etc., machin truc. Et j'ai pris des risques énormes. Et du coup, j'en ai payé les conséquences parce que j'ai perdu de l'argent. Mais ça, c'est pas le problème d'avoir perdu de l'argent. Parce que j'en ai gagné avant, mais j'en ai perdu après. C'est pas le problème d'avoir perdu de l'argent. Le problème, c'est que j'ai dû licencier 25 personnes et que j'ai dû fermer totalement. J'avais une agence à Casablanca, je l'ai quasiment fermée. J'ai tout fermé. Après, j'ai d'autres bureaux à Kenitra, autre part au Maroc, où on a préféré centraliser. Du coup, c'est plus une migration. Mais il y a quand même 25 personnes, tu vois, qui sont passées. Et ça, on pourrait dire que c'est un échec. Ouais, c'est un échec d'une certaine manière. Mais ça a été, par contre, ceci étant dit, l'échec le plus formateur de ma vie d'entrepreneur. Ouais. Où je suis très content c'est pas cool de dire ça, mais je suis très content d'avoir vécu ça parce que je sais que je ne referai plus ces erreurs-là. J'ai énormément appris. Et voilà, du coup, c'est plus de sagesse. Enfin, maintenant, ça te fait grandir et ça te permet d'appréhender les choses autrement, tu vois. Ah, tout à fait. Et puis, c'est en faisant des échecs que tu apprends au final et que tu grandis, comme tu dis. Franchement, fais tout ce que tu peux faire pour avoir des échecs. C'est plus tu auras des échecs. En fait, c'est comme la courbe de Warren Buffett, Elon Musk. C'est comme ça. Paf, à un moment, ça explose, tu vois. Parce que qu'est-ce qui s'est passé derrière, à ton avis? Ils ont encaissé de l'expérience. Et pour moi, la plus grande des expériences, c'est à travers l'échec. C'est pas à travers la réussite. La réussite, c'est bien, tout se passe bien, c'est cool, machin. Mais entre un échec vraiment bien puissant à titre professionnel et à titre personnel, je peux t'assurer que tu en ressors 10 fois plus grand après quand tu as surmonté le truc. Ouais, tout à fait. Il faut aimer, en fait. Il faut changer son paradigme, il faut changer sa vision de la vie. De l'échec, c'est pas bien. C'est grave, c'est machin, c'est ma vie, elle est foutue, machin. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est cool. C'est bien. C'est même ce que tu devrais mettre sur ta première putain de ligne dans ton CV, en espérant que tu n'aies plus de CV. Mais c'est génial. C'est la meilleure des choses qui peut nous arriver. C'est ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait mûrir, ce qui nous fait devenir plus sage, plus intelligent, une meilleure version de nous-mêmes. Vraiment. Ouais, c'est ça. Et puis travailler ton mindset, c'est super important en fait quand tu es entrepreneur. Souvent, les gens se lancent sans même travailler effectivement en amont leur état d'esprit. Après, je pense que l'état d'esprit se travaille au fur et à mesure de l'aventure entrepreneuriale. Oui. Et voilà. On n'a pas tous le même état d'esprit pour démarrer. Ça, c'est sûr et certain. Il y en a qui sont plus, ils l'ont ici, tu vois. Ils l'ont ici, ils vont y aller, machin truc. Il y en a, ils l'ont un peu moins, mais ils ont envie de se lancer dans le bain. Ça va être un petit peu plus compliqué pour eux parce que ça va être un petit peu plus long. Mais je veux dire, tout le monde peut devenir entrepreneur. C'est qu'une question d'expérience. Et en fait, il faut savoir juste prendre du recul. Prendre du recul, prendre de la hauteur, c'est pas grave, rien n'est grave. Je veux dire, à partir du moment où effectivement tu as de l'argent, tu as de l'argent, ton business tourne suffisamment pour que tu puisses bouffer et que tu puisses vivre grâce à ton business. Déjà, dans la pyramide de Maslow, c'est le plus important. Après, ça va prendre du temps, il faut être patient, c'est une école de la patience et tu arriveras à tout ce qui est besoin de reconnaissance, etc. Et surtout l'œil final de Maslow. Besoin d'accomplissement, ça viendra. Ça ne vient pas tout de suite, c'est normal. Ça viendra. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, au début, c'est pas facile. Quand on a des problèmes, quand il y a des merdes, des machins, des trucs, on y accorde souvent beaucoup d'importance. Même, ça peut nous impacter ici, ça peut te mettre une boule, etc. Mais ça, franchement, d'expérience, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vraiment qu'il faut prendre de la hauteur. Je vais te dire un truc très simple. Je veux dire, c'est un exemple simple parce que moi, en même temps, j'ai cette expérience de vie que je souhaite à personne, mais qui me permet de prendre du recul sur tout. C'est-à-dire que je peux tout perdre, j'en ai rien à foutre. Parce qu'il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme, personne n'est mort. Pour te donner cet exemple,
J'ai perdu, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, l'année où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, donc il y a 5-6 ans, mon meilleur ami, mon frère, est mort d'un cancer du cerveau en 3 mois. Ce qui a été littéralement un traumatisme pour moi, je ne suis pas guéri du tout encore pour le moment, mais ça m'a donné, si tu veux, une certaine compréhension de la vie, compréhension du monde, que en fait, tout ce qui est se plaindre, tout ce qui est accorder de l'importance pour ci ou accorder de l'importance pour ça, en fait, ouais, je le souhaite à personne fondamentalement. Mais il n'y a pas putain de mort d'homme. C'est rien, c'est pas grave, c'est pas ça qui est grave. Tu dois pas être mal physiquement, intérieurement, physiologiquement pour des choses. C'est pas grave, tout ça, c'est que des expériences, t'apprends, c'est de l'apprentissage. T'as pas perdu ta mère, t'as pas perdu ton père, t'as pas perdu ton fils. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Et le business, c'est un putain de jeu. Le business, c'est un jeu où tu passes des niveaux, tu passes des caps, tu apprends. Tu perds jamais. La partie, même si elle est game over, tu la recommences. C'est un apprentissage. La vie, si elle est game over, elle est game over. Tu ne recommences pas, a priori. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, peut-être que tu recommences, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que tu recommences, peut-être que tu ne recommences pas. On n'en est pas sûr. J'espère qu'on recommence. J'espère. J'y crois d'une certaine manière qu'on recommence. Mais en tout cas, a priori, là, il n'y a pas de deuxième choix. Donc, il faut savoir faire la part des choses entre ce qui est important et ce qui est un petit peu moins. Même si le business, etc., tout ça, c'est important. Mais il faut savoir faire la part des choses pour pouvoir savoir prendre du recul, ne pas faire des putains de burn-out, savoir voilà, apprécier ce qu'on fait, tu vois. Parce que en fait, c'est une question de vision. Tu pourrais te dire le business, l'entrepreneuriat, c'est que gérer des merdes. Ou alors, tu pourrais être plus positif. Et c'est non, c'est oui, il y a des problématiques, mais c'est justement cette gymnastique intellectuelle de trouver des réponses à ces problèmes-là, d'aider les gens, etc. etc. C'est qu'une perception, en fait. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est super intéressant ce que tu dis, de voir effectivement le business comme un jeu. C'est bien. Et c'est vrai que moi, je sais quand je me suis lancée, je suis quelqu'un de très, très investi. Et quand je me mets dans un projet, j'y mets tout mon cœur, toute mon âme, tu vois, toute ma personne. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal au début, justement, de dissocier ma personne et mon business, quoi. C'est tout à fait normal. C'est complètement normal quand tu mets toute ton énergie sur quelque chose. Mais après, bon, moi, j'ai mon vécu qui fait que je prends du recul parce que je le souhaite à personne. Mais c'est important quand même d'essayer d'avoir ça en tête, de se dire que, OK, voilà, ça me touche, ce qui se passe, ça me touche. Voilà, je sens que ça me fait quelque chose, mais prendre du recul. Toujours prendre du recul parce que ça te permettra de mieux appréhender la situation, de prendre les bonnes décisions et d'être plus zen, d'être plus épanoui, d'être plus heureuse finalement. Parce que c'est toujours la même chose, c'est une question de pourquoi on fait ça. La finalité, c'est quand même être heureux, être épanoui. Hein. Voilà. Et donc, du coup, si tu travailles dans le stress, dans le machin, tu accordes trop d'importance à des petites choses qui, fondamentalement, c'est pas si grave que ça. Quand tu prends un peu de recul, ça te permet vraiment de développer ta vie, en fait, juste dans de meilleures conditions, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est super parce que du coup, ça fait transition avec la prochaine question que je voulais te poser. C'est vrai que on ressent tout de suite dans tes vidéos sur Instagram où là, tu vois que l'important pour toi, c'est vraiment de kiffer ta vie et de prendre du plaisir. Et la passion et l'équilibre pour toi, du coup, c'est important. Ah bah bien sûr, hein, moi mon bonheur, c'est pas d'être le plus grand entrepreneur. Mon objectif, c'est pas d'être le plus grand entrepreneur, c'est d'être le plus grand heureux. C'est tout. Et je sais ce qui me rend heureux. J'ai su identifier ce qui me rend heureux. Ce qui me rend heureux, c'est le partage. C'est de partager des choses avec les personnes que j'aime. Que ce soit ma famille, que ce soit ma chérie, que ce soit mes amis, que ce soit mes associés, que ce soit mes salariés, que ce soit mes clients. C'est vraiment le partage. C'est ça qui me dresse le poil, là, tu vois, et qui physiquement, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi et qui fait que je suis heureux. Et effectivement, voilà, aussi, ce qui fait que je sais prendre un petit peu de recul, c'est que j'aime bien faire la fête et j'aime bien faire la fête. Ça, c'est un peu, je pense, aussi mon exutoire pour relâcher la pression. C'est le constat que je me suis fait de m'arracher le crâne littéralement parlant quand je fais la fête. C'est ma manière de faire. Voilà. Ouais, c'est top. Et du coup, est-ce que tu as déjà failli abandonner? Non, non. Jamais traversé l'esprit parce qu'avant que je commence, je savais déjà que c'était vers là que je voulais aller. Donc non, c'est pas possible. Jamais ça m'a traversé l'esprit en fait. C'est tellement une vie qui est pour moi, et c'est ma vision, mais qui est tellement mieux que la vie salariale. Je parle pas des salariés qui ont fait des études genre droit pour devenir avocat, genre médecin, etc. Ils sont aujourd'hui, et ils sont même pas salariés en réalité, c'est profession libérale, mais tous ceux qui ont fait des études pour un métier en particulier auquel ils vouent une passion. Ils ont fait ça pour ça.
eux, il n'y a aucun problème. Ils sont épanouis, ils sont heureux. Mais la réalité des choses, c'est que 92% des Français, l'INSEE qui le disent, ne sont pas épanouis en tant que salariés parce que, voilà, il y en a plein qui sont payés au SMIC, ils sont dans des tafs de merde, ils n'ont aucune reconnaissance, ils travaillent 5 jours par semaine, 47 semaines sur 52, 5 jours de congés payés, ils n'ont pas d'oseille, puis ils ont des vacances de merde, etc. Franchement, mais je te dis, vraiment, je te jure que je me pose la question. Si tu me dis que là, par exemple, tu es salarié dans un restaurant ou un truc horrible jusqu'à la fin de ta vie, je me pose vraiment la question de me flinguer, tu vois. Vraiment. Je me pose vraiment la question de non, mais je ne pourrais pas. C'est pas possible. C'est l'écart d'épanouissement à tous les niveaux. C'est même pas une question d'argent, c'est même pas une question oui, c'est une question de liberté. Ah, tu vois, je suis à Dubaï, après je vais partir à Miami, j'étais à Barcelone. Liberté géographique, temporelle, je travaille fondamentalement quand je veux. Je ne suis pas un énorme travailleur, je travaille, mais je ne suis pas un énorme travailleur non plus. Liberté sociale, je suis avec les gens putain qui m'inspirent, tu vois. Et surtout, putain, je fais un truc qui me. Enfin, tu vois, je sais pourquoi je le fais en fait. Je sais pourquoi je le fais et c'est ce qui se passe à l'intérieur. J'ai une mission, ça me stimule. Je suis hyper excité à chaque fois à l'idée de lancer ces projets, ces trucs, ces machins. Et franchement, quand tu es salarié dans une boîte où c'est un peu par dépit parce que tu dois subvenir à tes besoins, tu dois payer ton loyer et compagnie, tu n'auras jamais ça de ta vie. Et franchement, ça, tu rates vraiment, 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 vraiment quelque chose, quoi. Pour moi. Ouais, mais je te rejoins totalement là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, si maintenant je devais retrouver un job salarié, mais non, en fait, ce serait compliqué. Surtout quand il y a Non. goûté, c'est possible après. Ouais, non, c'est plus possible. Quand tu as goûté vraiment et que ça commence à bien se passer pour toi, y retourner, non, mais c'est pas possible. Je veux dire, tu n'y retourneras pas de toute façon. Hein. Et en plus, j'ai jamais vraiment eu de job salarié en tant que tel. En fait, j'ai fait des stages, j'ai eu des jobs étudiants, etc. Mais c'est tout. Et ça m'a suffi. Hein. Ouais. On est d'accord. Pareil. Ouais. C'est ça. J'ai jamais fait pareil, hein, donc, Ah si, j'ai été salarié pendant 2 semaines. C'était les pires 2 semaines de ma vie dans un restaurant où je travaillais 11 heures par jour pendant 4 jours. Où j'allais me cacher dans la cave pour m'allonger sur un tabouret parce que j'avais trop mal au dos. Et je me suis dit, j'en pouvais plus, c'était horrible. C'était horrible. Je me suis dit là, mais putain, mais en fait, c'est pas une vie, c'est pas possible, tu vois. Il n'y a rien. En plus, je veux dire, c'est aliénant ce que tu fais. Tu sers des clients, machin, truc. Bon, ok, tu as peut-être à la rigueur un contact humain, mais il y en a, t'imagines ceux qui bossent à l'usine et tout. Genre, c'est aliénant, c'est toujours le même geste, c'est de l'aliénation totale de ce que tu fais. Tu deviens barjot à un moment. Tu vois, les mecs doivent rêver de ça la nuit, c'est sûr. C'est horrible. En fait, c'est horrible. C'est pour ça que tu vois aussi, on vit dans un monde où aujourd'hui il y a plein d'opportunités, plein de choses qui font qu'on peut vivre notre vie de manière incroyable. Il faut savoir que voilà, à l'époque c'était pas comme ça, dans le monde c'est pas comme ça. On est très chanceux quand même, hein. Donc faut putain kiffe ta vie quoi, parce que t'as de la chance. Hein. Ouais, très clair. On est, je pense, on fait partie des 0,1% des plus chanceux, même plus que des mecs qui sont multimillionnaires, traders, machin truc, parce qu'au final ils ont une vie de merde. Ils sont pas alignés avec ce qu'ils font que ça pour l'oseille, ils travaillent beaucoup, ils sont tout seuls, ils n'ont pas de femme, ou ils n'ont pas de machin truc, ou inversement. Voilà, t'as pas besoin de toute façon d'être ultra riche pour être heureux. Hein. Ça, de toute façon, au début tu le fais pour l'argent, parce que quand même l'argent c'est un putain de moteur, c'est un moyen. Mais quand tu commences à avoir les thunes, tu comprends bien que c'est plus un jeu après finalement, tu vois, mais c'est pas ça qui te drive. Et en fait, même si tu veux aller loin, si c'est l'argent qui drive, tu n'iras pas loin, en fait, tout simplement. Ça marche pas. Oui, c'est ça. Si tu es juste motivé pour faire de l'argent, ça ne sert à rien, effectivement. À un moment, il y aura des limites, quoi. Elon Musk, il fait pas ça pour l'argent. Jeff Bezos, il fait pas ça pour l'argent. Les mecs, ils sont visionnaires, tu vois, ils veulent changer le monde. Mais c'est pareil. À notre tout petit niveau, c'est la même chose. Du coup, c'est quoi le process pour toi quand tu crées une nouvelle entreprise? Parce que j'imagine qu'il y a des process maintenant en place quand tu montes une nouvelle entreprise, un nouveau business. Et la réunion que je faisais juste avant, j'étais en train de préparer la future réunion de mes associés qui viennent à Dubaï pour lancer un nouveau projet, justement. Donc, en fait, si tu veux, Bon, déjà, moi, je suis avec des associés. Donc, ça va beaucoup plus vite. Cerveau collectif, tac, tac, tac. Ça va très, très vite quand tu es entouré des bonnes personnes. Ce que je fais, c'est que immersion pendant 2-3 jours, où là, en fait, on va poser un plan d'action sur 90 jours. Je peux partager mon écran là ou pas? Je vais te montrer un truc, typiquement. Comme ça, vous allez comprendre un nouveau projet qu'on va lancer. Je vous le montre. Hop. Super. Tac. Vraiment là, je pense que j'ai le truc qui est là. Voilà, Octopus Project.
Voilà, donc là, tu vois, typiquement, on prépare un peu la réunion. Donc là, en fait, on a toutes les choses importantes qu'on va devoir traiter et du coup, on les traite étape par étape. Donc, création de société, rédaction des statuts, capital, pacte d'associés, révision plus précise, plan prévisionnel, business plan, point sur les locaux, identification claire de l'avatar, ses besoins, frustration profonde, etc. Définition de l'offre, avantages concurrentiels, acquisition de clients, source de trafic, positionnement branding, recrutement global de l'équipe, point sur les associés, travail et choix des différents outils, mutualisation des ressources intra-sociétés, besoins techniques pour valider le MVP, organisation de travail interne, réunions hebdomadaires, etc., gestion et définition des différents rôles entre les associés et mutualisation des ressources, définition du plan d'action à 3 mois, dater et agender les meetings jusqu'au TAC et vision globale du projet de la société, court terme, moyen terme, long terme. Donc ça, là, ça c'est rapide, sauf que ça, c'est un business plan qui va faire une vingtaine de pages. Dans 2 semaines, il fera une vingtaine de pages. Et ça va être notre drive sur les 90 prochains jours pour mettre toutes les actions en place. Et dans 90 jours, parce que je vous recommande vraiment de fixer vos objectifs à 90 jours, plus c'est trop parce qu'avec l'évolution du monde, etc., actuellement, ça peut bouger trop vite. Et moins, c'est pas assez. Donc, on fonctionne par trimestre. Et en fait, tous les 90 jours, après, on refait la même réunion pour balayer toutes les problématiques qu'on a rencontrées, comment faire pour les résoudre, le nouveau plan d'action sur les 90 prochains jours et c'est parti. Voilà. Super. Bête et méchant, c'est comme ça qu'on fait. C'est top, super, c'est top. Merci en tout cas de l'avoir partagé. Et ça, du coup, tu le fais sur 3 jours, t'as dit? Tu prends 3 jours vraiment sur 2-3 jours pour vraiment travailler là-dessus? 2-3 jours, full immersion, on fait que ça. Ouais. C'est très, très important de bien le faire au début pour avoir une vision 360 degrés de ton positionnement. En fait, il ne faut rien oublier, il faut vraiment tout prendre dans son… Bon, voilà, nous ce n'est pas le premier projet qu'on lance. Donc, si tu veux, là, la matrice que je t'ai prise, c'est déjà une matrice qu'on utilisait sur d'autres choses et ça permet de ne pas faire de loupé, entre guillemets. Oui, c'est ça. Après, je pense qu'avec l'expérience, au final, tu gagnes du temps, j'imagine. Oui, bien sûr, bien sûr. Au début, il faut lancer un projet, enfin, voilà. En fait, quand tu es, si tu veux, dans la démarche de OK, qu'est-ce que je dois faire pour lancer un projet, déjà, tu vas chercher ce que tu dois faire. Donc, ça prend du temps et peut-être que surtout, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, là, potentiellement, ça te fait perdre beaucoup de temps. Là, nous, on sait ce qu'on doit faire et surtout, enfin, voilà, c'est ce qu'on a noté là. On sait que c'est ça qui doit être fait impérativement à chaque fois que tu lances un projet. C'est obligatoire. Sinon, ça veut dire que tu as oublié des trucs ou que tu vas rencontrer des problématiques. Là, ça te permet d'anticiper un maximum, sachant que tu vas rencontrer quand même beaucoup de problématiques auxquelles tu ne peux pas tout anticiper de façon. Ouais, c'est ça. Et du coup, au niveau de l'acquisition client, est-ce que tu es plus trafic organique ou trafic payant, du coup, de ton côté? Hier, je t'aurais dit sans hésiter le trafic payant, parce que je te reprends l'exemple du business en ligne, la formation en ligne qu'on a lancée. En l'espace de 2 mois, on a fait genre 750 000 euros, tu vois. Et les mecs, les personnes qui étaient là au webinaire m'avaient jamais vu. Hein. Jamais, zéro. C'est du trafic audience froide. Ouais, si ton tunnel il est bien et que voilà, c'est bien rodé, le trafic froid, enfin, le paid, l'acquisition payante va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Maintenant, tu as vu, j'ai quand même tiré un enseignement de ce qui m'est arrivé, ça m'a un peu calmé. Donc, je me suis un peu plus, on va dire que j'ai mûri. L'organique, si tu veux, et je vais te donner un exemple comme quoi c'est super important. L'organique, c'est quelque chose de très long terme. L'organique, il faut le voir comme ton patrimoine à long terme. Ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir palper de manière tangible de vrais résultats à court terme et à moyen terme. C'est vraiment sur le long terme. Mais c'est là où, en fait, tu vas pouvoir créer ta communauté et tu n'as pas besoin d'avoir 1 million de personnes pour faire du business. Ne serait-ce que tu as quelques centaines, voire quelques milliers de vrais fans. C'est énorme déjà. C'est énorme déjà d'avoir quelques centaines de vrais fans. Mais ça, tu peux faire des choses exceptionnelles avec ça. Je te donne un exemple. L'organique, je l'ai quand même développé parce que je savais que c'était important, même si niveau résultat, je ne mettais pas mon focus parce que je ne palpais aucun résultat comparé à la pub, tu vois. Mais là, tu vois, j'ai lancé un mastermind. Et ce mastermind-là, j'ai rentré plus de 23 personnes à 25K, donc plus d'1 million d'euros. Et ben, c'est grâce à l'organique. Parce que c'est des gens qui ont vu mes vidéos YouTube, c'est des gens qui ont vu mon Insta, parce que j'étais un minimum actif, même si moi, sur ces dernières, je sais pas, parce que j'ai vraiment accès depuis 12 mois, sur ces derniers 12 mois, j'avais l'impression que ça ne servait à rien finalement. Bah là, la preuve vivante que non, ça a servi 1 million d'euros, 0 euros de pub. Hein. C'est propre. C'est propre. Donc, non, c'est super important de faire les deux en fait. Super important de faire les deux. Il faut avoir une stratégie organique. Donc, moi, le conseil que je vais vous donner pour gagner du temps et faire preuve d'efficience, ça va être de préparer, par exemple, une trentaine de thématiques sur votre sujet.
Vous allez écrire les sujets, vous allez faire des recherches si possible. Plus vous maîtriserez votre sujet, mieux ce sera bien évidemment. Vous écrivez des bullet points, etc. Et vous allez prévoir 3 jours de tournage pour faire ces 30 vidéos. Ou ça peut être plus. Moi, j'en avais tourné 140 en 4 jours, mais je ne recommande pas cet exercice. C'est trop. Faites-en déjà 30 sur 2 jours, etc. Et toutes ces vidéos-là, du coup, vous allez pouvoir les programmer et vous allez surtout pouvoir recycler ce contenu-là. Recycler en article de blog, recycler en post Facebook sur votre profil, en post Facebook sur votre groupe, sur votre page, sur votre groupe Telegram, sur votre compte Instagram, en story, machin truc, quoi d'autre, en email, etc. Et en fait, tu fais le travail une fois, vraiment, tu fais le travail une fois. Ça va te prendre 2 jours de tournage. Après, les monteurs s'occupent de tout. Tu prends des équipes de rédacteurs qui s'occupent et des community managers et des graphistes qui s'occupent d'adapter juste la forme selon le réseau social. Et là, tu as du contenu tranquille pendant 6 mois. Ça marche bien. Ça marche bien. Et si tu veux faire du contenu un peu plus temporel lié à l'actualité, par exemple, ça ne t'empêche pas de faire du contenu temporel lié à l'actualité. Mais au moins, tu vois, tu as ta base où tu sais que tu as ton contenu au fur et à mesure. Moi, c'est ce que j'ai fait sur ma chaîne. Tu vois, je ne sais pas si tu as vu un peu toutes les vidéos où je suis dans mon appart à Barcelone, le penthouse. Et là, j'avais enchaîné toutes les vidéos en 4 jours. Quoi. Ouais, c'est énorme. D'ailleurs, 140, c'est ça, 140 vidéos. Ouais, mais c'est déjà, c'est fatigant. Après, moi, je connaissais mon sujet, donc je balayais. Et surtout, j'étais en full improvisation. Ça, ce qui n'est pas très, très bien, parce que, si tu veux, quand tes vidéos ne sont pas un minimum préparées, tu vois, j'ai plus tendance à dire… Moi, je voulais poster comme un bourrin une vidéo par jour. Et maintenant, je ne suis plus du tout dans cette logique-là. Maintenant, je suis dans la logique quality over quantity. Il vaut mieux poster une bonne vidéo par semaine et que en fait, la vidéo soit plus travaillée, que toi, tu ne te répètes pas, que tu saches ce que tu dis, que ça soit structuré, tu vois, tac, tac, tac. Parce que je peux te parler d'un sujet en mode freestyle, je vais t'en parler, tu vois. Mais finalement, ça va être déstructuré, je vais me répéter, machin truc. Alors que vidéo YouTube, quand on sait l'importance du watch time, du truc, du machin, du bordel, de l'algo, vraiment, faut pas parler chinois, tu vois, faut aller droit au but. Ouais, c'est ça. Je recommande maintenant plus de préparer un petit peu plus ces vidéos. Ouais, c'est ça. Tu vois, les mecs comme Marketing Mania, etc., excuse-moi de te couper. Marketing Mania, eux, ils scriptent leurs vidéos, c'est-à-dire que chaque mot est écrit et lu sur prompteur. C'est pour ça que les vidéos sont aussi qualitatives. C'est pour ça qu'avec 100 vidéos, il a 400 000 abonnés parce qu'il travaille ses vidéos et chaque vidéo, il va prendre 40-50 heures. Alors que moi, une vidéo, concrètement, je prenais 10 minutes le temps de la tourner. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai que moi aussi, je préfère préparer tout mon contenu, tu vois, à l'avance. En général, je me prends une journée. Moi, aujourd'hui, je me prends une journée par semaine carrément pour travailler toute ma création de contenu pour la semaine d'après. Mais même si ça prend du temps, c'est vrai que je préfère avoir une stratégie de contenu en organique et travailler effectivement ma communauté que mettre full budget sur Facebook Ads. C'est un équilibre qu'il faut avoir de toute façon. Oui. Un équilibre. La pub, si tu ne veux pas en faire au début parce que tu n'as pas les moyens ou que tu ne veux pas en faire, fais-en quand même, je te le dis, mais fais du retargeting. Juste du retargeting, c'est les campagnes les plus rentables. Les gens qui vont sur tes pages, tes trucs, tes machins, hop, tu les relances et là, ça sera bien. Après, acquisition payante, effectivement, on va dire que si tu veux scaler, de toute façon, si tu veux scaler vraiment, ça va être acquisition payante sur du froid. Il n'y a pas de secret. Mais ça a ses avantages comme ses inconvénients. Ouais, c'est ça. Et puis en général, moi je sais que je le fais par exemple, et je le recommande aussi à mes clients, c'est à partir du moment où ça marche bien, faire du retargeting et des audiences lookalike, et c'est ce qui marche le mieux au début, en tout cas pour démarrer. C'est ça, exactement. Moi j'ai une question du coup encore pour toi. Qu'est-ce qui du coup pour toi fait vraiment la différence entre un entrepreneur qui va patauger un peu dans la semoule, tu vois, qui va pas forcément décoller et pas savoir quoi faire, j'ai envie de dire, et un entrepreneur du coup qui réussit pleinement, qui a un business qui est stable, du coup qui est rentable? Ouais. Alors, très concrètement, c'est pour moi la chose la plus importante pour un entrepreneur, mais même pour un être humain, en fait, c'est l'environnement. C'est ton environnement qui va faire que tu vas réussir. Donc, ton environnement, c'est ton mode de vie, c'est les personnes que tu fréquentes, etc. Si tu fréquentes des entrepreneurs et que des entrepreneurs un peu plus avancés que toi, tu vas pouvoir rapidement comprendre ce que tu vas devoir mettre en place. Si tu intègres des masterminds, tu vas rapidement, on va te dire de toute façon ce que tu vas devoir faire. Et ça va te donner un cadre pour éviter de faire des erreurs. En fait, ça ne sert à rien d'essayer de réinventer la roue ou l'eau chaude, ou je ne sais pas ce que c'est, l'eau tiède, l'eau froide, ou je ne sais pas quoi. Mais en gros, rapproche-toi de personnes typiquement qui sont à succès et tu analyses tout ce qu'ils font et tu essaies de le dupliquer à ta façon, bien évidemment, à ta sauce. Et voilà. Et moi, nous, c'est ce qu'on a fait. Franchement, on a lancé nos boîtes pendant 3 ans. On était tout seuls. C'était le bordel pas possible. Tu peux même pas imaginer.
On a rejoint un mastermind, ça a tout changé. On a rejoint un mastermind pendant 2 ans, ça a littéralement tout changé. En termes de structuration, de professionnalisation et d'organisation structurelle, ça change tout. Tu travailles avec des process, tu as une vraie organisation de travail, tu vois. Et en fait, il faut très rapidement se professionnaliser. Il faut avoir des outils de gestion de tâches. Si je travaille avec des prestataires, des machins, des trucs, il faut avoir des outils de communication. Moi, je recommande Asana, Trello, voilà, tous ces outils-là, vraiment pour travailler de manière organisée, en fait, et essayer de se professionnaliser dans ses actions au quotidien, en fait. Hein. Ne pas faire les choses à l'arrache et ne pas rester dans son coin. Ne surtout pas rester dans son coin. Si tu as envie de réussir, eh ben, tout simplement, c'est par principe de mimétisme, eh ben, on va voir des gens qui réussissent et fait pareil. C'est vrai que l'environnement, souvent, on n'y pense pas forcément au début, quand on se lance effectivement en business, mais c'est vrai que c'est super, super important. C'est les capitales, en fait. En fait, je ne dis pas que tu ne vas pas réussir sans environnement, mais putain, qu'est-ce que tu vas mettre 10 piges de plus, quoi. Franchement, honnêtement, n'importe quelle personne dans ce monde, aujourd'hui, là, par exemple, un mec, n'importe qui, une nana, une personne, je la prends dans mon mastermind pendant 1 an, je peux t'assurer que dans 1 an, c'est un entrepreneur à succès, mais sûr et certain, à 100%. Parce que si elle est 1 an dans ce truc-là, en fait, il n'y a pas d'autre possible. Après, il faut qu'elle ait la volonté et qu'elle ait envie, bien sûr. S'il n'y a pas de volonté, bah voilà. Mais si elle est dans la volonté de devenir entrepreneur et de réussir, mais c'est sûr et certain que ça fonctionne. En fait, ça te galvanise, c'est une émulsion, ça te montre la voie. Puis voilà, moi, la plupart de personnes que je côtoie, on est vraiment beaucoup dans le partage. Tu vois, c'est un intérêt collectif, tu vois, plus un intérêt collectif qu'un intérêt individuel. Je suis pas du tout dans. Déjà, je suis associé avec Hamza sur toutes mes boîtes, mais j'ai plein d'associés. Je suis dans le partage. Vraiment, je suis dans le partage. Et encore une fois, je reviens à la notion de jeu. C'est un jeu, je prends du plaisir. C'est du partage. Moi, pour que ça me fasse kiffer, il faut que je partage. Être tout seul, ça me ferait chier. Je serais pas heureux, en fait. Même, je serais peut-être. Non, je serais pas. En tout cas, j'aurais pas le même niveau de bonheur. J'aurais pas le même niveau de bonheur parce que j'estime que l'aventure, c'est une aventure humaine, c'est du partage et voilà, ça se partage avec les autres. Et c'est pareil quand on démarre. Voilà, pour pas trop patauger, tu vas patauger au début. Si tu veux économiser du temps, si tu veux machin, va à des séminaires, va à des rencontres, fais du networking, fais des apéros business, des machins, des trucs. Rapproche-toi de personnes qui t'inspirent, deviens ami avec ces personnes-là, pas par intérêt, mais parce que voilà, ça match et que vous entendez bien. Et ça va être du donnant-donnant. Hein. Parce que de toute façon, cette personne va t'apprendre ou va te donner dans le business et tu lui rendras d'une manière différente. Si ce n'est pas dans le business, ça sera autre part, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est totalement ça. C'est clair, je te rejoins à 100% là-dessus. Et ça, tu vois, par exemple, moi, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Je sais qu'avant que je lance Madame Branding, j'avais 2 ans à peu près d'entrepreneuriat déjà dans les pattes, mais c'était les montagnes russes. Hein. Ouais. Ça n'a jamais vraiment décollé, ça n'a jamais vraiment marché, mais parce que justement, je restais dans mon coin, j'étais toute seule et je m'entourais pas forcément effectivement des bonnes personnes. Et surtout, je me faisais pas forcément accompagner et je me formais pas spécialement. Donc, En fait, c'est marrant parce que le secret de la réussite, j'estime pas avoir réussi dans la vie, mais en tout cas, mon niveau de bonheur aujourd'hui me dit que oui, bah, pour moi, en tout cas, j'ai réussi parce que je suis heureux. Mais et il y en a beaucoup qui se demandent, putain, mais c'est quoi le secret de la réussite, machin truc. On peut imaginer que c'est des stratégies, des trucs, des machins, mais non, en fait, c'est les trucs les plus simples du monde, c'est les fondamentaux. C'est limite, va lire le livre Comment se faire des amis et fais tout ce qu'il y a dans ce putain de bouquin et dans ta vie perso, dans ta vie pro. En fait, tu le sais. Quand tu lis le bouquin, tu te dis, mais c'est de la merde. Je dis, oui, je le sais. Bah ouais, mais vas-y, fais-le, juste fais-le. Et ça change tout. Parce que passage à l'action, encore une fois, hein, entre faire et juste lire ou avoir l'information, ça change tout, quoi. Le savoir, c'est bien, hein, c'est bien, mais si ça reste ici et que ça reste là et que ça reste, enfin, ça bouge pas, il se passera que dalle. Il n'y a rien qui bougera. Par contre, si tu es dans l'action, que tu bouges, que tu fais ces choses-là, simples, mais pourtant, voilà, hein, l'humain, en fait, finalement, on dit qu'on est très complexe, mais en réalité, c'est simple, mais c'est tellement complexe de faire ces choses simples, en fait. Tu vois, c'est un peu, ouais, enfin, ouais, c'est compliqué dans la simplicité, en fait. ouais, c'est ça, totalement. Ouais. Mais tu vois, hein, à tous les niveaux, même dans ton couple, dans ta famille, dans ton truc, je veux dire, il y a plein de choses qu'on fait pas, on sait qu'on devrait faire, on les fait pas. Et pourtant, voilà, je pense que personne sur cette planète fait tout ce qu'on devrait faire en soi, tu vois. Mais quand même, essayer de faire un maximum de choses. Voilà. Alors, Ouais, ouais. avec de la bienveillance, avec de l'amour, avec de la sincérité, avec soi-même, avant tout, avec soi-même. Être sincère avec soi-même, c'est vraiment ce qui est le plus important. Ne pas faire les choses pour les autres, mais les faire pour soi-même.
et s'aimer soi-même. Et voilà. Et franchement, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est pas compliqué, mais pour beaucoup de personnes, ça peut sembler être très loin tout ça. Et je le comprends, c'est pas facile non plus, quoi. On a tous nos vies, on a tous nos problèmes, on a tous nos trucs, nos machins. Mais voilà, c'est par, je pense, la simplicité des actions, des petites actions, petit pas par petit pas, que finalement, hop, c'est pas, la courbe n'est pas comme ça. Hein, c'est vraiment doucement que. Voilà. Et puis peut-être un jour, bam, ça va faire 180 milliards comme Elon Musk en 2 semaines. Ouais, super. Bah, j'adhère à 300% à ce que tu dis. Tout à fait, ouais. Et bah, Super. super, merci beaucoup, Pauline, pour ce petit moment. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais. J'ai regardé un petit peu du coup, c'est vraiment super. Merci. Tu as encore de belles années devant toi. 23 ans, tu disais c'est tard, mais c'est aussi tôt d'une certaine manière. Moi, je me suis lancé pareil à 22 ans. Donc voilà, c'est super. Et tu verras, hein, chaque année, c'est exponentiel. Incroyable. Surtout, c'est exponentiel si voilà, tu as compris ces mécanismes si simples, mais pourtant si puissants, si efficaces, qui vont te permettre de devenir une meilleure version de toi-même, d'être plus heureux au quotidien. Et donc, du coup, si tu es plus heureux, ça veut dire que ta boîte va être plus heureuse aussi. Tes clients vont être plus heureux. Tout le monde va être plus heureux. Ouais, super. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté, d'avoir répondu du coup à toutes ces questions. Je suis ravie, super ravie. Top. Top. Ben, merci du coup et puis passe une belle journée. Merci beaucoup, Pauline. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci, à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Et voilà, cet épisode est terminé. Donc comme je vous l'ai dit, beaucoup de valeur. Vous retrouverez le compte Instagram de Robin du coup dans la description de ce podcast. Et si j'ai un message pour vous, en plus de tout ce qu'on s'est dit durant ce podcast, c'est n'attendez pas que tout soit parfait pour le faire. Lancez-vous et puis faire vaut mieux que parfaire de toute façon. Faites des erreurs, de toute façon vous allez en faire et apprenez de vos erreurs. Et surtout, prenez du plaisir dans ce que vous faites. C'est tellement important aujourd'hui et c'est ça qui va vous motiver à donner encore plus de valeur de toute façon à votre audience, à vos clients, à vos prospects, à toutes les personnes en fait avec qui vous allez travailler. Amusez-vous, prenez du plaisir. De toute façon, aujourd'hui, si vous êtes en business et vous m'écoutez, normalement, vous avez envie de construire un business à votre image, un business qui vous ressemble, centré autour de vos valeurs, de votre personne en fait, pour donner encore plus et rayonner encore plus. Et comme l'a dit Robin, aujourd'hui, le business, effectivement, est un jeu. On perd, on gagne, mais on apprend toujours. Donc prenez du plaisir pour être bien dans votre business. Et moi, je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Bien dans son business. À très vite, passez une très belle semaine.